Bienvenue à vous tous à cette conférence présentée par l'agence AIA, architecte, ingénieur, associé. On ne présente pas cette agence qui est reconnue pour son expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la santé. AIA a pour particularité d'associer très intimement l'architecture, l'ingénierie, l'économie, le management de projet dans un exercice et une pratique commune. Cet après-midi, nous aborderons deux thématiques. La prise en charge ambulatoire à travers le projet Cocoons Care, ainsi que le développement du savoir-faire français à l'international. Le développement de l'ambulatoire, aucun établissement de santé ne passe à côté aujourd'hui. Il y a énormément de réflexions pour développer l'activité ambulatoire. On ira un petit peu plus loin. Vous verrez que nos architectes aujourd'hui en France et à l'international ne sont pas uniquement là pour dessiner l'hôpital de demain, mais pour aussi faire face à toutes les problématiques et à toutes les avancées que l'on trouve dans nos établissements de santé, que ce soit des avancées technologiques, thérapeutiques, organisationnelles. Et on voit que les architectes s'adaptent aujourd'hui pour pouvoir mieux appréhender, avoir une vision à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans de ce que sera l'hôpital de demain. Conçu pour l'univers hospitalier en général et plus particulièrement pour l'activité ambulatoire, le projet du Cocoons Care a pour but de créer un lieu privilégié où retrouver de l'intimité et du confort dans un espace ouvert, facilitant les flux et la surveillance des patients. Cet espace multisensoriel devient ainsi plus protecteur, plus rassurant. Par ailleurs, l'agence a fait un choix assez ferme et résolu de s'ouvrir à l'international à travers le prisme de la santé. AIA propose donc ses services sur le plan international dans les domaines de la santé et du design des grands établissements de soins. Nous évoquerons donc l'export en santé et la dynamique du développement du savoir-faire français à l'international. Pour évoquer ces différents sujets, nous accueillons cet après-midi Emmanuelle Godmer, directrice développement et associée au sein d'AIA. Madame Godmer, bonjour. Jérôme Bataille et Bruno Saint-Dizier, architectes. Bonjour messieurs. Le docteur Alain Bénichou, anesthésiste réanimateur au centre clinical de Soyaux. Bonjour docteur. Et enfin Jean-François Gendron, président de Sotec Médical. On va d'abord commencer par une présentation d'AIA. Emmanuelle Godmer, est-ce que vous pouvez nous présenter AIA, architecte, ingénieur associé, ainsi que la fondation AIA, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons choisi de vous faire une présentation en plusieurs temps. C'est volontaire. AIA a un autre regard sur la santé et un thème qui nous tient à cœur, qui est l'ambulatoire, sur lequel nous insisterons. Donc, une présentation en plusieurs temps. Donc, AIA, l'ambulatoire, Sotec Médical et l'aventure que nous avons eue ensemble et que nous avons ensemble sur le Cocoons Care. Et puis, donc, vous parler d'export et santé. Alors, en quelques mots, AIA est une agence qui est née dans l'ouest de la France, à Nantes, qui s'est développée au niveau national et international, comme le disait David. Donc, nous sommes aujourd'hui 600 collaborateurs, 21 associés et présents sur 9 sites. Les sites principaux où on retrouve les structures d'architecture et d'ingénierie sont sur Paris, Nantes, Lyon et Lorient. Vous retrouverez ici les structures que vous voyez apparaître pour nos maîtres d'ouvrage qui sont présents ici au travers d'AIA Architecte, AIA Ingénierie qui réunit l'ensemble des compétences d'ingénierie et puis AIA Management de projet qui s'occupe de la coordination et pilotage des chantiers. Et puis nous avons des expertises transversales qui sont le studio environnement, le studio paysage, le studio façade, le studio bois. La Fondation AIA, nous sommes présents avec la Fondation AIA sur le fonds de dotation de la Fédération hospitalière de France, pour lequel nous sommes partenaires, et où la Fondation AIA travaille sur deux thèmes principaux, que sont l'hôpital de demain et la dépendance. Donc vous retrouverez ici quelques références, on va dire, emblématiques du groupe. L'hôpital Fondation Saint-Joseph au travers de la maternité, la clinique Jules Verne à Nantes qui est une clinique mutualiste. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le groupe AIA a une activité qui représente à peu près 50% de son chiffre d'affaires en santé. Et dans cette moitié, on retrouve à peu près une moitié publique, une moitié privée. Donc beaucoup de regroupements de cliniques privées, c'est vrai beaucoup sur Nantes, liées à notre origine, les nouvelles cliniques nantaises. Et puis nous avons livré il y a assez peu de temps et nous sommes déjà dans une extension de cet établissement, l'hôpital Robert Schumann.
Bien sûr, on l'avait présenté, on a choisi de ne pas trop s'étendre sur Monaco, même si ça reste notre fleuron aujourd'hui des projets hospitaliers emblématiques, parce que très important, mais aussi très compliqué. C'est à la fois un ouvrage d'art, mais c'est aussi un projet urbain important. L'éco-hôpital de Carcassonne, pour lequel nous avons eu le Grand Prix de l'ingénierie, qui est un hôpital qui a été labellisé. Et puis, bien sûr, nous intervenons sur tout le médico-social, je dirais soins de suite, EHPAD, psychiatrie. La Chine, c'est une aventure qui a maintenant presque 5 ans, pour lequel nous sommes en perpétuel développement et qui nous a amené à développer cette expertise de santé à l'international. Donc vous voyez ici quelques références chinoises, dont l'hôpital Shenyang en particulier, qui est bien avancé en construction. La Fondation AIA, donc je vous en parlais en 2 mots tout à l'heure. La Fondation AIA a pour thème l'architecture, la santé et l'environnement. J'ai l'habitude de le qualifier comme cela, mais c'est un peu une démarche citoyenne que nous avons eue, de par notre expérience en santé, de par notre organisation architecte-ingénieur associée. Il nous a semblé assez intéressant de se projeter sur ce que sera, comme tu le disais David, l'hôpital de demain, au travers de différentes thématiques, notamment une thématique qui nous est chère, territoire et santé. Donc il y a plusieurs ateliers. Solène, qui est sur le stand ici, travaille sur Hospital Library. Donc c'est une base de données des hôpitaux contemporains en France et dans le monde qui sera mise en ligne en fin d'année. Nous avons beaucoup de choses sur l'histoire des hôpitaux, mais assez peu sur les hôpitaux contemporains. Donc c'est un peu l'idée. Les architectes qui sont présents ici sont les bienvenus, puisque c'est une fondation d'utilité publique. Donc je dirais les travaux de la fondation sont ouverts à l'ensemble du public, hospitalier ou non. Donc n'hésitez pas à venir voir Solène, qui est la jeune femme qui a un chemisier jaune derrière vous. Territoire et santé, territoire et flexibilité, pardon, c'est la question de l'hôpital et de son évolutivité, au travers de sa taille également, mais de son organisation. Morphing urbain et santé, c'est lié à l'évolution, je dirais, de toutes les formes de dépendance sur le territoire. Bien vivre la ville, vous retrouverez également sur notre stand, mais sur le stand du fonds de dotation, un ouvrage qui traite de l'évolutivité de ces problématiques de bien vivre en ville. Nous avons été bien sûr très investis sur la Chine, et dans le cadre du cinquantenaire des relations France-Chine, nous avons partagé avec nos collègues chinois et les maîtres d'ouvrage hospitaliers chinois un certain nombre d'expériences dans le secteur de la santé, ce qui a donné lieu à 2 conférences dans le cadre du cinquantenaire, dont une s'est tenue en octobre dernier à l'Institut Imagine. Et puis les rendez-vous de la Fondation qui ont pour objectif de retransmettre les travaux des ateliers. Et le prochain rendez-vous, donc vous êtes les bienvenus. Le prochain rendez-vous sera sur la dépendance, avec un ouvrage qui sera présenté en exclusivité par le professeur Beru et dont le chef du groupe de travail est Jérôme Bataille. Ambulatoire et Cocoon Care, Jérôme Bataille. Merci Emmanuel pour cette présentation. On va donc maintenant décliner ce concept Cocoon Care. Je donne la parole à Jérôme Bataille et à Bruno Saint-Dizier. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, le propre de l'architecte, c'est de travailler à plusieurs échelles. On vous a montré des projets qu'on fait en Chine qui sont assez gigantesques. On travaille à des échelles de gros bâtiments, à l'échelle de la ville. Mais on demande de plus en plus à ce qu'on s'intéresse de l'homme, du patient. Et aujourd'hui, nos clients, de façon assez générale, que ce soit public, privé, PSPH, demandent à ce que l'on aborde ce sujet-là de plus en plus de façon précise. Et on sent que l'offre de soins évolue vers une offre de service de soins. Et à ce titre-là, le patient, considéré comme tel, devient de plus en plus client. Et que ce soit en public ou en privé, on nous demande d'approcher un niveau de service supplémentaire. Et l'idée est, comme aujourd'hui on sait que les finances sont un peu justes, donc on dit il y a moins d'argent et il faut faire mieux, donc c'est une conjugaison qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais là on pense qu'en réduisant les surfaces et en optimisant l'ergonomie de nos locaux, on arrive à faire du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'établissement, gagnant en fonctionnalité, gagnant pour l'économie générale du projet et gagnant pour le patient. Et donc c'est ce travail-là qu'on a fait avec Bruno Saint-Dizier autour d'un thème qui est aujourd'hui assez récurrent de la chirurgie, c'est l'ambulatoire. Donc on est parti sur des principes, on a benchmarké sur les principes de l'aviation en disant ben voilà,
lorsqu'on a peu de place et qu'on voyage 4-5 heures dans un avion comme ça, on est moyennement content, on regarde un peu la première classe ou la business class et on se dit on serait mieux à côté. Donc on se dit pourquoi pas aller à côté, et à côté on voit qu'on a sensiblement plus de place tout en n'ayant que 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés. Et donc à partir de cette on voit bien que l'idée, ce n'est pas l'espace, c'est l'impression qu'on se fait de l'espace. Et donc, c'est sur ce constat-là qu'on a essayé de développer avec Bruno Saint-Dizier qui s'occupe chez nous de tout l'aménagement intérieur, de repenser l'ambulatoire, sachant que l'ambulatoire, ce n'est pas un élément ponctuel, un instant ponctuel. Ça commence au niveau de la prescription et de la diagnostic, et ça va jusqu'à la post-opération, et donc l'information au médecin, etc. Donc là, on va vous présenter que ce qui se passe dans l'établissement, mais évidemment que le parcours commence très en amont et se finit très en aval. Et c'est ce qu'il faut arriver à maîtriser complètement pour faire de l'ambulatoire digne de ce nom. C'est bon ? Merci. Comme le disait Jérôme, moi je suis au sein de l'agence AIA, architecte d'intérieur, et ce qui m'a intéressé pendant l'année dernière, lors d'un travail de l'atelier santé au sein de l'équipe d'AIA, c'est toute la réflexion sur l'ambulatoire, non pas sur les flux rapides, lents, mais c'est surtout la prise en charge du patient et de l'accompagnement dans un service ambulatoire. Et donc on a identifié quatre grandes phases, dont 3 sur lesquelles moi j'ai souhaité travailler. C'est l'accueil du patient et de son accompagnant, la zone de vestiaire qui est vraiment une zone de transition, de mue, puisque c'est l'endroit où vous changez de peau pour rentrer à l'intérieur du bloc opératoire. Le bloc opératoire sur lequel je ne travaille pas du tout, et sur les salons pré- et post-opératoires. Alors effectivement, on s'est renseigné, on a regardé, moi j'ai regardé ce qui a été fait par ailleurs, et donc moi ce dont je voudrais vous parler, c'est du travail que nous faisons sur ces différentes phases, notamment sur l'accueil, parce que l'accueil est quelque chose, c'est le premier contact, notamment en ambulatoire, et ça je veux le rappeler parce que c'est extrêmement important. L'ambulatoire, c'est un temps donné extrêmement court dans la vie de chacun, c'est simplement une demi-journée sur un agenda. Et donc ce temps-là, c'est quelque chose de différent, c'est vivre l'hospitalisation d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on a un temps linéaire qui va durer 4 heures pour la plupart du temps. Et donc c'était une manière de regarder le monde hospitalier, encore une fois, d'une manière différente. Et donc l'accueil, il est primordial pour le patient, parce qu'on ne peut pas l'accueillir d'une manière complètement informelle. Et dans cet accueil-là, il est aussi important de prendre en charge l'accompagnant. C'est-à-dire que cette zone d'accueil doit servir aussi à l'accompagnant qui, lui aussi, est extrêmement important, puisque lui, il va rester dans cette partie-là pendant tout le temps de l'opération et pendant tout le séjour dans les salons pré- et post-opératoires. Donc, effectivement, il y a un soin à apporter, et les images étaient significatives au départ. C'est-à-dire que quand vous attendez dans un hall d'aéroport sur les grandes banquettes, ou que vous attendez au salon, au lounge Air France, eh bien écoutez, le temps qui passe n'est pas de la même qualité. Et donc pour nous, c'est extrêmement important. Et là, je vous ai juste montré, va pas trop vite, juste montré, nous, un travail qu'on a fait sur la clinique Arago, où on a commencé à essayer d'upgrader ces zones d'attente et d'accueil pour les accompagnants et les patients. Et alors, l'image suivante est assez éclairante. C'est un travail qui a été fait. Là, on voit bien, c'est un comparatif. D'un côté, on a toujours le mode avion, puisqu'on a un accueil d'Air France. Et de l'autre côté, on a un autre accueil qui pourrait être Lufthansa ou British Airways. Et ben non, là, on se retrouve sur une clinique faite par Norman Foster, qui est à Bristol, qui doit s'appeler le Circle Bath, et sur lequel on se retrouve plutôt non plus dans un univers médicalisé, mais sur un salon de grand hôtel avec des fauteuils confortables. Il y a même un piano, il y a un espace bar, mais typiquement où l'accompagnant a été pris en charge. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est une zone où on peut déjà déstresser tout le monde, à la fois le patient et à la fois l'accompagnant. On fait tomber progressivement le stress avant de passer en bloc opératoire et en salle d'opération. Et donc, en se disant, je donne d'autres exemples, pourquoi pas s'inspirer de SPA, puisqu'on n'est pas très loin du monde de la santé, même si forcément l'intervention médicale est toujours sujette à risque et à préoccupation. Le soin du spa est plus ludique et plus sympathique, mais dans les atmosphères et dans les ambiances, on pourrait très bien se retrouver dans une atmosphère de clinique.
là encore, varier les attentes, et là aussi il nous faut de l'espace un tout petit peu, mais varier les attentes, et là je reprends des images que vous connaissez certainement, qui sont des images de lounge d'aéroport. La deuxième partie qui est extrêmement importante pour moi aussi, c'est la zone de vestiaire, c'est la zone de mue, où là vous quittez le monde normal pour passer dans la zone où vous allez être en condition pour l'opération. Cette zone-là est souvent maltraitée et là, le stress remonte. Et donc, je dis attention, c'est dans ces espaces-là qu'il faut continuer à créer un univers multisensoriel, travailler sur la vue, travailler sur les odeurs, travailler sur l'odorat, pour faire descendre aussi progressivement le stress, pour apporter, je dirais, pour éviter la médicalisation, et ça tu pourras en parler tout à l'heure, on en a discuté un petit peu avant, pour éviter de médicaliser un peu trop les gens, mais tout en faisant diminuer cette zone de stress. Là, c'est un exemple qu'on a pu réaliser sur la clinique de Dijon, où typiquement le travail que l'on a fait était un travail simplement de mise en scène de ces vestiaires. Vous avez sur la gauche le plan que m'ont communiqué les architectes, et sur la droite le travail que nous avons fait sur le redesign de ces espaces-là, en travaillant à la fois sur la lumière, sur les zones d'accueil, sur des attentions peut-être apportées dans ces zones vestiaires où on peut retrouver, alors c'est symptomatique, mais on peut retrouver des coiffeuses parce que ce sont des espaces qui post-opératoires sont importants. Et donc travailler sur le design, je te disais, et sur la lumière, sur la mise en scène de ces espaces-là. Alors après, mais en fait, c'est prendre soin des gens à l'intérieur de la zone vestiaire pour que la transition entre le monde où vous êtes habillé et le monde où vous êtes en tenue pour aller au bloc opératoire soit la plus douce possible. Et là aussi, aujourd'hui, on voit bien que les gens... la station verticale est quelque chose d'extrêmement important, et que demain, la plus grande partie des patients iront jusqu'au bloc opératoire par leurs propres moyens. Et là aussi, c'est prendre en compte l'essence même du patient, et c'est extrêmement important. Troisième chose, et là on s'est inspiré d'un travail qui avait été fait par le cluster de Lille, le cluster santé de Lille et le CHRU de Lille, c'est tous les salons post- et préopératoires pour lesquels il est extrêmement important, là aussi, surtout quand c'est préopératoire, de trouver des espaces individualisés et qui permettent, je dirais, de retrouver de l'intimité. On a regardé aussi le travail qui avait été fait par un Anglais qui s'appelle Prisman Mood sur ce qu'il a appelé le Recovery Lounge. Là, on était plutôt sur des salons post-opératoires. Et donc, de cette réflexion, on a essayé de tirer quelque chose de particulier qu'on a baptisé le Cocoon Scare, qui est juste un élément, un module qui peut s'assembler. Et en clair, c'est d'apporter dans un espace ouvert un tout petit peu d'intimité pour chacun des patients avant et après l'opération. Juste pour vous expliquer, on a travaillé sur un exemple un peu particulier de transformation d'un service ambulatoire qui était existant. Et donc on a travaillé sur les 3 zones que vous pouvez voir ici, l'accueil, l'admission, la zone vestiaire et collation, et les salons dans lesquels on retrouve les cocoon scares. Les cocoon scares, ce sont les petits éléments qui sont dans la partie bleu ciel. En clair, on a supprimé tous les box habituels que vous aviez, les box habituels fermés, pour transformer ces espaces-là en grandes salles ouvertes dans lesquelles on retrouve l'implantation de ces éléments qu'on a baptisés Cocoon Scare. L'avantage, c'est que pour le personnel soignant, la surveillance est plus aisée. On retrouve une maintenance aussi beaucoup plus facile. On a une densité qui est plus grande, puisque de 20 box fermés, on passe à 25 box en Cocoon Scare. Et on a aussi, tout en recréant de l'intimité. Donc là, c'est juste une visualisation de ce qu'on a pu faire à l'intérieur de ces espaces-là. Donc là, c'est l'espace accueil des accompagnants et des patients. La zone vestiaire sur laquelle nous avons retravaillé. Et à la fin, l'espace
la mise en scène des espaces cocoon scare, c'est-à-dire que dans un univers complètement décloisonné, on se retrouve avec des éléments qui peuvent à la fois redonner de l'intimité, qui préservent l'intimité, tout en facilitant pour le personnel soignant la lisibilité à l'intérieur de ces espaces-là. Merci Bruno pour ces explications. Alors, il est clair qu'on ne peut pas imaginer que des architectes puissent mettre au point un concept, quel qu'il soit, sans travailler avec tous les professionnels qui sont issus des réflexions liées à ce concept. Et bien évidemment, quand on parle d'ambulatoire, on associe le corps médical à toutes les réflexions. Vous voyez à quel point les réflexions sont poussées. C'est pour cette raison que je vais donner maintenant la parole au docteur Bénichou. Docteur, bonjour. Quels sont les protocoles et les chemins qui nous mènent à l'ambulatoire aujourd'hui? Bonjour. Écoutez, merci d'associer un médecin parce que s'il n'y avait pas de médecin, vous ne seriez pas là. Donc, heureusement que nous existons pour vous faire exister. Donc, en fait, l'ambulatoire, c'est venu des États-Unis. Aujourd'hui, c'est la mode et ça fait quand même 30 ans qu'on en parle et qu'aux États-Unis, ça existe et qu'on a comme objectif là-bas, et nous, c'est le nôtre, bien évidemment aujourd'hui, celui des pouvoirs publics, c'est que 85% de la chirurgie programmée doit être pratiquée en ambulatoire dans les jours qui viennent. Et c'est pas seulement pour des problèmes d'économie, parce que c'est souvent présenté par les médias en disant ça nous coûtera moins cher. En fait, c'est parce que le patient est redevenu l'acteur et on met le service autour de lui et c'est pas lui qui va vers le service de santé. Alors, 85% de chirurgie ambulatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la psychologie du malade ambulatoire n'est plus la même. Le malade qui vient en ambulatoire, même s'il a une pathologie grave, l'ambulatoire fait que c'est dédramatisé. Une femme qui a un cancer du sein et qui vient se faire opérer en 2 heures pour sa tumorectomie, elle n'a pas l'impression d'avoir une maladie grave. Donc, prenez n'importe quel programme chirurgical et vous analysez. Et vous verrez qu'effectivement, toute personne qui passe une nuit à l'hôpital, dans 80% des cas, c'est inutile. Donc sur la base de ce qu'on appelle le lean management, on a dégraissé tout ce qui était superflu. Et on est arrivé effectivement à créer non pas des nouvelles techniques opératoires, mais par contre une nouvelle organisation autour d'un malade. Et cette nouvelle organisation a fait que ce patient, il va rester très peu de temps dans l'établissement parce que ça ne sert à rien qu'il reste plus longtemps. Alors, dans l'ambulatoire, il va y avoir 2 catégories. L'ambulatoire long, ce qu'on appelle le slow track, en anglais, pour ceux qui parlent l'anglais couramment comme moi, et le fast track, qui est le circuit rapide. Et fast track, c'est circuit court, mais pas court-circuit. Je vous dis ça parce qu'il est important de bien avoir dans son langage circuit court et pas court-circuit, parce que court-circuit, aussitôt les anesthésistes dont je fais partie vous disent vous n'avez pas le droit de court-circuiter la salle de réveil dans la mesure où la loi oblige le patient à passer en salle de réveil, même si, avant d'y entrer, il a déjà les critères de sortie. Voilà pourquoi on met actuellement en difficulté la Société française d'anesthésie ambulatoire, et vous le verrez avec les médecins que vous rencontrerez, le patient n'a plus besoin, et maintenant on peut faire ce qu'on appelle le bypass de la salle de réveil. Depuis le 12 mars 2015 est apparu un grand article scientifique dans le Figaro qui dit les patients doivent arriver debout et c'est la nouveauté. En fait, nous, à Soyaux, qui est une petite clinique de province, de banlieue de province, ça fait déjà plus que 5 ans qu'on fait venir les malades à pied et que ces patients qui arrivent à pied repartent à pied et sont dans un système fast-track qu'on va vous présenter dans un film où il reste à peu près 2 heures et pas plus. Alors, on va passer au film si vous voulez bien, parce que en plus, dans cet article du Figaro, il dit aux docteurs et aux sociétés savantes, les anxiolytiques sont inutiles, c'est-à-dire la prémédication chimique n'est plus valable, et aujourd'hui, on a des alternatives à la prémédication chimique, et c'est l'hypnose. Il a mis en place un fast track au centre clinical, un établissement privé de Soyaux en Charente. Il explique les avantages de ce circuit court, qui, dans cet établissement, assure la prise en charge de la moitié de l'activité ambulatoire. Bienvenue au centre clinical. Le circuit qui a été organisé depuis l'année 2010 est un circuit court, fast track, et au départ concernait la spécialité ophtalmo, en particulier et principalement les cataractes, et que nous avons étendu à la chirurgie de la main et à plusieurs autres spécialités. Je vous invite à me suivre. Une fois que vous avez vu
les deux principes fondamentaux qui sont la lisibilité et l'accessibilité, c'est-à-dire le parking et la signalétique. Nous entrons pour que vous suiviez l'évolution du patient dans le circuit et globalement, la durée d'intervention étant très courte, autour de ce patient et de cette intervention, l'organisation doit faire que la présence dans l'établissement de ce patient n'excède pas 2 heures. Circuit court, fast track en ambulatoire, la cheville ouvrière et le secrétariat qui est vu à l'arrivée et à la sortie. Les patients voient la même personne. La salle d'attente. Le système de déshabilloir qui est un système piscine avec un bracelet, une clé et un placard. Pour avoir accès ensuite au bloc opératoire. Nous sommes toujours en dehors du bloc et la transition se fait avec la salle de réveil, qui est une salle d'induction réveil. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Parfait. Vous venez voir le docteur? Dalma. Très bien. Je vais vérifier votre petit bracelet. Parfait. Est-ce que ça vous pose un souci si je vous emmène à pied jusqu'à la salle d'opération? Ok. Non? Eh bien, allez, on y va. Allez-y. Ça va? Le patient est amené debout au bloc Allez-y. opératoire. C'est bien, si vous êtes détendu. Bonjour. Par ici. Et il repartira debout de la salle de réveil quand l'intervention sera terminée. Allez-y. L'intervention est terminée. Le réveil se fait sur table après une anesthésie générale de courte durée. Le transfert en salle de réveil se fait sur un brancard. La salle de réveil est la salle de réveil commune de l'établissement. La prise en charge de la patiente se fait pendant quelques minutes. Le passage est très court. Ensuite, on vérifie les paramètres vitaux avant de mettre la patiente debout pour qu'elle regagne l'endroit d'où elle est venue. Dernière prise tensionnelle en position assise. Retour à pied au circuit court, accompagné par le brancardier du bloc. Retour dans le salon d'aptitude à la rue avec l'infirmière qui l'avait prise en charge au départ. Comme il s'agit de gynécologie, la patiente est dans un espace qui n'est pas ouvert complètement. C'est un box qui ressemble à une chambre et elle prend son ambulance. Vécu donc cette prise en charge. J'ai trouvé que finalement le fait de marcher et de ne pas être allongé, j'ai trouvé que ça dédramatisait la situation en fait, parce que du coup, pour le patient, je trouve que ça banalise un petit peu. On sait bien que bon, pour vous c'est complètement différent, qu'il y a eu beaucoup plus de travail, mais pour le patient ça banalise la situation et du coup c'est beaucoup moins stressant je trouve, donc beaucoup plus agréable. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est primordial parce que quand il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et là on a l'impression peut-être de maîtriser un petit peu plus la situation puisqu'on marche, donc on est un petit peu acteur dans la situation. La sortie se fait par l'endroit où la patiente est arrivée, une fois que tous les papiers sont réglés.
Alors, merci pour ce petit film. Je vais vous poser juste une question, docteur, parce qu'on est un peu pressé par le temps, étant donné qu'on a une autre thématique à aborder. Quels sont les enjeux d'un concept comme le Cocoon Scare pour la prise en charge ambulatoire ? Les enjeux, c'est le confort pour le patient, de façon à dédramatiser et à ce qu'il passe un moment agréable et qu'il n'ait pas l'impression. En fait, ce qu'il faut, c'est que le patient qui est dans un établissement, dans un service comme celui-ci, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il est malade. Voilà, c'est tout. C'est changer de paradigme et penser différemment en ce qui concerne l'hospitalisation. Vous pourrez évidemment vous entretenir avec toutes les personnes qui sont autour de cette table de conférence sur le concept Cocoon Scare. On pourrait y passer 2 heures sans problème. Malheureusement, on a pas mal de thématiques à traiter. Je vais maintenant donner la parole à un des partenaires de ce concept, Jean-François Gendron, de la société Sotec Médical. Monsieur Gendron, vous dirigez donc depuis 2002 la société Sotec Médical. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entité, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Sotec Médical, c'est une entreprise industrielle qui est basée à Nantes, qui conçoit et fabrique du mobilier médical pour les EHPAD et le domicile, le MAD, et qui conçoit et fabrique des chariots ambulatoires et des chariots de transfert via Tasrit. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Nous avons un site de production, tout ce qui est recherche et production à Nantes, et un site de production en Chine et en Inde, ainsi qu'en Pologne. Quel est le rôle de Sotec Médical dans le développement du Cocoon Scare? Si vous voulez, à partir du moment où on parle cocooning, où on essaye de dédramatiser pour le patient l'acte chirurgical, si dans un univers assez sympathique de business class, on met un chariot en acier basique, ça va faire désordre. Donc on a travaillé avec Aya sur la notion de chariot de transfert, qui est en fait une table d'opération qui se transforme en fauteuil ambulatoire, qui a toutes les options et qui est carrossé, qui est habillé pour essayer de faire en sorte qu'on oublie la fonction opératoire sur le chariot. C'est-à-dire qu'on aurait pu développer, à part un concept, du matériel ou des fauteuils directement liés aux nouvelles organisations ambulatoires. Pourquoi vous avez décidé d'accompagner le développement d'un concept et intégrer ce produit dans le cadre d'un concept? Mais on a décidé cela parce qu'on travaille avec Aya déjà depuis un certain temps, et qu'on a aussi l'avantage d'avoir sur Nantes une école de design industriel, et qu'on est en partenariat avec cette école pour essayer de faire en sorte de trouver de nouveaux concepts. Et ce qui nous a intéressé, nous, Sotec Tasrit, sur le sujet, c'est de cette façon-là de présenter en France et aussi à l'étranger un concept qui soit différent des autres. Il faut forcément se différencier pour exister. Et grâce à ce concept du Cocoon Scare, on arrive à présenter notre produit d'une façon différente. Pour faire le lien avec la thématique qu'on va aborder après, au sujet de l'export en santé, de l'export du savoir-faire français à l'international. Ma dernière question, Monsieur Gendron, quels sont les enjeux du développement de ce concept au niveau international, parce que vous avez une présence internationale également? L'ambulatoire, on en parle bien évidemment beaucoup depuis longtemps. C'est un peu plus développé dans certains pays, mais quand on regarde de près, en fait, ça démarre un peu partout en ce moment. Et la France n'est pas forcément si en retard que cela par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est vraiment une opportunité extraordinaire quand on est dans cette logique de fournir du matériel ambulatoire aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde. Et je le répète, avec le Cocoon Scare, mais même sans le Cocoon Scare, nous sommes vraiment dans une logique de parler de table d'opération qui fait aussi chariot, et non pas l'inverse. Et donc une table d'opération fabriquée en France, généralement on s'attend à des prix assez élevés à l'étranger, et en fait on est très compétitif. Merci Monsieur Gendron. Emmanuel Godmer, on va aborder maintenant la thématique de l'export en santé.
En France, le savoir-faire français a beaucoup de niveaux, en tout cas au niveau de notre système de santé, mais également au niveau de l'architecture hospitalière, est demandé par beaucoup de pays, d'abord des pays voisins qui bordent la Méditerranée ou nos voisins européens. Donc on parle de plus en plus d'export en santé, on essaye d'exporter le savoir-faire français. Pour exporter le savoir-faire français, il faut une dynamique, il faut des acteurs, il faut des forces vives, il faut mettre beaucoup de gens autour de la table pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, AIA est devenue une référence française en matière de conception hospitalière. Quelles sont les grandes lignes de la démarche export et santé d'AIA? Oui. Pour AIA, c'est d'abord l'aventure chinoise. C'est la capacité d'avoir une approche globale sur la thématique santé, que ce soit dans le domaine, je dirais, des cliniques privées ou des hôpitaux publics, qui est exportable. Et c'est pour ça qu'on vient nous chercher. En fait, quand on travaille à export, on vient nous chercher pour ce qu'on fait beaucoup et pour ce qu'on fait bien. On ne vient pas nous chercher pour faire des théâtres ou des musées, par exemple, ce qui n'est pas notre cœur de métier. On aimerait bien en faire, hein, mais voilà. C'est pas le cas. Le fait est que l'expérience chinoise nous a donné envie de développer un peu plus ce savoir-faire à l'international, mais pour ce faire, il faut être un petit peu épaulé, et notamment épaulé par l'État français, et c'est ce dont on va parler, je pense, là maintenant. Donc dans quelle mesure est-ce que vous êtes impliqué dans cette dynamique du développement du savoir-faire français? Alors, on va le faire en binôme, parce que le président de Sotec est également président de la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi, il cumule, président de la Chambre de commerce internationale. Donc, je change ma casquette, je mets une casquette de Chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire, et on a eu l'opportunité de développer cette thématique ensemble sur en fait cette valeur ajoutée que nous avons en France sur cette thématique de la santé, mais on est très mauvais en France pour la valoriser de façon globale. Quand je dis globale, organisée en fonction, nous on nous demande de faire des conceptions hospitalières, mais on nous demande aussi le management, l'investissement, la formation, etc., etc. Donc on a un métier, on sait bien le faire, par contre on ne sait pas faire le reste. Par contre, il y a un réseau, il y a un vrai réseau dans le secteur de la santé qui n'est pas très important, parce que c'est quand même un petit milieu, on le voit bien ici, et les expertises sont réelles. Donc l'idée de export et santé, c'était d'avoir une offre globale. On a l'habitude de dire de pouvoir chasser en meute à l'étranger pour avoir une offre à la fois pertinente, mais recevable et juridiquement et financièrement, ce que savent très bien faire les Allemands, les Anglais, les Américains, et on se retrouve parfois même dans le cadre d'une concurrence français contre français, et là on nous rigole un petit peu au nez parce que les autres sont bien plus organisés et bien plus pertinents que cela. Donc c'est ça le concept export et santé. Alors ce que l'on n'avait pas, ou peu, je ne peux pas dire pas, mais peu, c'est cet appui, je dirais, des différentes institutions françaises dont on n'a pas besoin forcément pour aller, hein, dans un premier temps, en tant qu'entreprise à l'export, mais pour lequel, pour franchir, je dirais, une deuxième étape et pour être vraiment pertinent, il faut être appuyé. Et c'est cela que nous avons mis en musique grâce à l'appui de Jean-François Gendron et grâce à l'appui des autres entités que nous présenterons donc demain, puisque c'est une journée export et santé du matin au soir. Quel est le rôle de la Chambre de commerce internationale lorsqu'on veut exporter un savoir-faire, quel qu'il soit? Alors CCI International en France, c'est 400 collaborateurs qui sont répartis dans l'ensemble des chambres de France pour aider les entreprises à aller à l'international. Et c'est 122 chambres de commerce présentes dans 82 pays à l'étranger qui sont là aussi pour vous aider, vous accueillir, vous épauler. J'espère que vous y avez déjà pensé, vous y avez déjà fait appel s'il y a des entreprises dans la salle. En ce qui concerne ce projet, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous sommes partis du constat que nous savions très bien concevoir et construire des hôpitaux via nos amis au hasard, Vinci et Bouygues par exemple, mais qu'une fois qu'il s'agissait d'équiper ces hôpitaux, et encore mieux ou pire, d'assurer la formation du personnel et l'accompagnement du personnel, ce qui était très demandé parce que notre système de soins français est considéré comme un des meilleurs du monde, pas par les Français mais par les étrangers, et ils ont raison. Ce
ces prestations-là, nous étions incapables de les fournir aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'organisation pour cela. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons donc, avec une façon très originale, puisque c'est le monde du médical et le monde du privé et des entreprises, avec la FHF, la PHP et SSI International et les entreprises, nous allons donc répertorier, nous avons commencé toutes les entreprises qui sont susceptibles de fournir du matériel hospitalier et de la formation. Et nous avons donc déjà préparé tout cela. Alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que normalement on le présente demain matin à toutes les entreprises à 8h30. Et nous allons essayer de faire une équipe de France de l'export qui soit à la hauteur de cela pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour qu'on puisse, avec l'appui de nos ambassadeurs dans le cadre de la diplomatie économique qui est très chère à Laurent Fabius, faire en sorte qu'on puisse répondre à des appels d'offres beaucoup plus importants. Et ça intéresse aussi nos grands donneurs d'ordre qui ont besoin justement des PME, PMI pour pouvoir chasser en meute et aller avec d'autres répondre d'une façon très très complète à des appels d'offres à l'étranger. Qui sont les autres partenaires qui vous ont aidé à porter l'export et santé? C'est Business France, c'est l'agence l'AFD, l'agence française de développement. C'est le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce extérieur. Mais c'est aussi, et là je mets volontairement cette slide-là, parce que donc demain matin, de 8h30 à 9h30, donc l'ensemble des entreprises ont dû recevoir une information de la part de PG Promotion et de la FHF. Il y a un petit déjeuner au Café de Rouen. Vous y êtes cordialement invités. Il faut juste s'inscrire parce que comme le salon n'est pas ouvert officiellement, c'est une entrée, c'est une entrée un peu plus matinale. L'idée étant de présenter cette approche de façon un peu plus concrète et qu'il y ait un vrai échange entre les entreprises qui ont des sujets particuliers à partager et le monde institutionnel. Quand je dis le monde institutionnel, il y aura notamment David Sourdive, qui est un homme assez clé dans le dispositif. Vous savez que la loi Macron va favoriser notamment cette dynamique-là et que David Sourdive pilote une famille qu'on appelle Mieux se soigner. C'est en fait la possibilité pour les entreprises et les hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, parce que j'en vois un certain nombre dans la salle qui sont privés, qui ont envie d'aller à l'export, qui ont envie de le faire, qui y sont déjà. Et qui y sont déjà pour certains. Mais c'est quand même, l'idée c'est d'emmener l'ensemble des compétences, tout ou partie. Alors, il ne faut pas non plus être idiot. Si dans tel ou tel pays, on nous dit, bah oui, on veut bien, par exemple, la formation, mais on ne veut pas de conception, eh ben, on nous dira avec qui partir. Mais enfin, c'est cette capacité à se mobiliser, à s'organiser pour offrir une offre globale à l'étranger. Donc là, les thématiques que nous avons identifiées, c'est des thématiques qui sont demandées dans le cadre de projets global. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle CCI Business Santé. Il y a des jeunes femmes qui circulent de la CCI internationale là, dans les allées du salon. Enregistrez-vous, parce que c'est la possibilité d'avoir, des informations privilégiées. Donc, on joue vraiment, je dirais, ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre des marchés publics au niveau national. On peut le faire à l'international. On serait idiot de ne pas le faire. C'est-à-dire que les entreprises qui ont envie ou qui sont déjà sur des sujets d'ingénierie biomède, d'équipement, de conception, de conseil, etc., enregistrez-vous. Vous entrerez ainsi dans un réseau coordonné pour une fois, parce que pour le coup, il y a quand même X portes d'entrée et c'est pas toujours simple. Et avoir accès à la fois des marchés publics, mais aussi à des appels d'offres de gré à gré. Et l'enjeu de cela, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir un projet concret où on puisse, à partir d'une demande qui soit par exemple de conception, emmener un certain nombre d'autres thématiques françaises, si possible. Donc on doit en reparler avec l'ensemble des acteurs qu'évoquait Jean-François, demain matin en particulier. Donc demain matin, 8h30, 9h30, ce petit déjeuner plutôt réservé aux entreprises, mais je dirais tout acteur intéressé par le sujet est bienvenu. Et demain midi à 12h30, puisque la FHF fait partie prenante dans cette dynamique, vraiment de façon très, très forte, mais l'ensemble des fédérations, il y a un lancement officiel d'Export et Santé où Frédéric Valtou, avec l'ensemble de l'équipe de la FHF, nous accueille, avec le président de CCI International, avec le ministère des Affaires étrangères, etc. On va pas répéter l'ensemble des acteurs pour lancer cela. Donc, venez nombreux, c'est le moment de vous mobiliser si vous avez envie d'y aller et de faire partir de ce réseau Export et Santé.
Sur le site CCI Business Santé, on a déjà une bonne centaine d'entreprises qui sont inscrites. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant parce qu'on a beaucoup plus d'acteurs à l'international. Ce site, c'est aussi, et ce concept, c'est aussi une façon de dénicher et de repérer des pépites qui sont parfois des startups ou des petites entreprises qui ont capacité à aller à l'export, mais qui bien évidemment seuls ne peuvent pas y aller. Et qui en groupe pourront y aller. Alors le chasser en meute, c'est pas forcément notre sport favori en France. On aime bien, on est dans l'individualisme à outrance, et on fait le pari qu'on va y arriver. On a déjà réussi à le faire dans d'autres domaines. Je parle des énergies marines renouvelables, par exemple. On a déjà une belle expérience dans le domaine. Et pour compléter ce que disait Emmanuel, à travers ce concept, c'est pour les entreprises qui seront inscrites sur le site, la capacité aussi à rencontrer des donneurs d'ordre physiquement parlant, puisque nous savons organiser au sein de CCI International des rencontres B2B pour que les grands donneurs d'ordre puissent repérer les sous-traitants qui vont bien pour les accompagner dans leur conquête de l'export. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais venez, on en sait déjà pas mal. Très bien, je vous remercie pour cette présentation. Vous avez pu remarquer la dynamique qu'on trouve sur toutes ces réflexions. L'export en santé, c'est une vraie thématique. On pourrait en parler toute l'après-midi. Merci pour votre attention et pour votre présence. Je vous souhaite une belle après-midi. Il y a une autre conférence qui va démarrer dans quelques minutes avec l'agence Brunet-Saunier. Je vous invite à vous joindre à nous sur l'Agora Architecture Hospitalière. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.